Donc bonjour à tous. D'abord merci, c'est un plaisir d'être là. On a moins l'habitude de venir dans le Morvan, vous allez comprendre très vite pourquoi pour moi. J'ai plus l'habitude soit de rester dans la région de Dijon ou même dans le Jura, à cause des objets sur lesquels je travaille maintenant. Et qui résulte, juste sans vous parler trop de mon parcours, je suis quand même quelqu'un qui est donc une géologue, qui voyage quand même beaucoup à travers notre belle planète. J'ai travaillé dans beaucoup d'environnements marins, continentaux. Et l'effet Covid nous a rattrapés tous, nous, chercheurs, même ceux qui voyagions beaucoup. Donc maintenant, on essaye de réfléchir un petit peu plus à notre empreinte carbone et à notre façon de travailler. Et en fait, j'avais des objets qui étaient très, très intéressants autour de moi, notamment tout à côté de Dijon, et puis après, dans le Jura. Et vous allez voir que c'est ce que je vais vous présenter, avec une implication qui est très tournée vers tout ce qui va être le stockage. Et le stockage notamment du CO2, mais pas que, puisque ça a des implications aussi sur les métaux qui sont présents dans nos rivières et qui contaminent fortement nos rivières. Donc il y a un enjeu qui est important et une meilleure compréhension de ces systèmes ici qui sont des systèmes carbonatés. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est justement toutes ces communautés qu'on va pouvoir trouver dans nos rivières et qui vont jouer sur stockage de CO2. Alors je remercie beaucoup l'intervenant précédent, Hervé, pour avoir introduit justement les rivières. Ça va me permettre d'aller un petit peu plus vite sur certaines notions. Mais moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est vraiment la compréhension de ce contexte général dans lequel on est aujourd'hui, de la préoccupation de l'augmentation des teneurs en CO2 dans l'atmosphère, mais pas que dans l'atmosphère, aussi dans nos cours d'eau, dans les rivières, dans la mer, dans les océans, partout. On essaye de comprendre quelles vont être les conséquences de l'augmentation du CO2. Alors quand on est géologue comme moi, qu'on travaille sur les dépôts anciens, en fait il y a eu des moments de l'histoire de notre planète où il y avait des teneurs en CO2 qui étaient bien supérieures à celles qu'on connaît aujourd'hui, sauf que pour nous les êtres humains, elles ne sont pas tout à fait tolérables. Donc c'est la raison pour laquelle il est important d'essayer de comprendre et de travailler sur ces enjeux-là. Ce que l'on fait, notamment j'ai un étudiant qui est en thèse avec moi en ce moment, on essaye de regarder, de quantifier, de trouver des méthodes, de trouver des objets qui permettent de stocker ce CO2. Alors des moyens de stockage du CO2, on en parle beaucoup aujourd'hui, on vous dit on va stocker ça dans les anciens réservoirs d'hydrocarbures. On va stocker le CO2. Il y a un autre agent qui est très efficace pour le stockage du CO2, qui est tout simplement la photosynthèse. Donc effectivement, quand on coupe nos forêts, c'est un petit peu embêtant. Ici, dans le Morvan, vous avez de très jolies forêts. Ce serait bien dommage de les couper, ou en tout cas de façon non régulée. Parce qu'effectivement, il y a un agent, c'est la photosynthèse, qui va stocker ce carbone, en tout cas qui va stocker une partie de ce CO2. Simplement, c'est quelque chose qui n'est pas pérenne dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois que vous stockez ce CO2 à travers la photosynthèse, vous allez fabriquer de la matière organique et à terme, cette matière organique, soit vous allez l'utiliser pour vous chauffer, soit elle va se décomposer naturellement et le CO2 va repartir dans l'atmosphère. Alors, l'objet sur lequel je travaille moi, ce sont ces objets qui sont représentés ici en bleu, donc c'est le carbonate de calcium. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans cette molécule chimique, vous avez du calcium, mais vous avez aussi du bicarbonate, c'est ce CO3. Et en fait, ce CO3, lui, alors je ne veux pas vous faire un cours très exhaustif sur les carbonates, mais j'ai quand même besoin de ce petit outil-là pour vous introduire de façon assez simple pourquoi c'est intéressant de travailler sur ces carbonates. Eh bien, tout simplement parce que, là, vous le voyez en haut, le CaCO3, quand il se décompose, en fait, il se décompose sous forme d'éléments calcium, mais aussi d'hydrogénocarbonate, qui sont ces éléments dans lesquels je vais pouvoir retrouver ce CO2. Et vous avez les petites équations, là, tout en haut, qui vous permettent de remonter à ce CO2. Donc, vous voyez que quand je forme une molécule de carbonate ici, eh bien, en fait, je vais piéger une molécule de CO2.
Et si vous stockez, c'est ce qu'a fait notre planète depuis le début de son histoire, si vous stockez des grandes quantités de ce CO2 dans ces carbonates, eh bien, à terme, vous allez pouvoir capturer une partie du CO2 de l'atmosphère et modifier l'intensité des gaz à effet de serre, modifier en partie les variations de température. Et quand on travaille dans le train ancien, eh bien, effectivement, on peut faire un lien entre l'augmentation du stockage des carbonates et la variation des températures à la surface de la Terre. Donc la problématique qui m'intéresse aujourd'hui, moi, c'est de regarder si il y a un problème de cinétique, parce que je suis en train de vous dire, oui, c'est dans l'ancien, on a formé des carbonates. L'objectif ici de ce travail, c'est de montrer qu'aujourd'hui, avec des cinétiques, donc des vitesses très rapides, on peut former des carbonates. Et vous allez voir pourquoi tout d'un coup vous êtes en train de vous dire certainement, mais bon, ici on parle des cours d'eau. Eh bien parce qu'en fait, les cours d'eau de nos régions, particulièrement dans la région bourguignonne, sont très riches en carbonate. Et pourquoi elles sont très riches en carbonate ? Parce que tout simplement, le pourtour, la région, est très carbonatée. Donc ça me fournit les éléments dont j'ai besoin. De quel élément j'ai besoin ? Vous voyez que je n'ai pas besoin de beaucoup d'éléments. J'ai surtout besoin de ce calcium. Et ce calcium est en grande quantité dans nos rivières en Bourgogne. Alors ici dans le Morvan, un petit peu moins. Ça c'est lié à votre histoire géologique. Vous avez un sol plutôt granitique, vous avez un sol plutôt siliceux, ce qui permet à des essences végétales particulières de pousser. Mais dans notre région de Bourgogne-Franche-Comté, eh bien, on a ce calcium qui est présent en grande abondance. Et je vais vous montrer qu'il précipite au sein des rivières. Alors, ici, justement, pour asseoir un petit peu mes propos, parce que ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que jusqu'à présent, ce carbonate qui se forme dans ces rivières, vous en avez tous certainement vu, c'est ce qu'on appelle des tuffas. Certains connaissent le terme de travertin. Ce sont toutes ces concrétions que vous pouvez observer dans le fond des rivières. Et la problématique à laquelle moi je m'intéresse, c'est que pendant très très longtemps, encore aujourd'hui, on considère que c'est un pur produit chimique. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre du calcium dans la rivière, et puis le CO2, je vais vous expliquer comment, il va quitter le lit de la rivière, l'eau dans laquelle il est piégé, il va remonter dans l'atmosphère. D'accord ? Et ça, en fait, quand ce CO2 en partie s'échappe de la rivière, eh bien, paradoxalement, ça permet en fait quand même de précipiter, parce qu'il y a quand même des molécules qui restent dans la rivière. Et par l'agitation de l'eau, eh bien, vous allez quand même pouvoir précipiter du carbonate de calcium. Donc jusqu'à présent, quand on lit la littérature, encore beaucoup aujourd'hui, eh bien, on considère que c'est un processus uniquement chimique. Mais en fait, la vie intervient beaucoup dans ce processus de précipitation des carbonates. Et là, j'ai volontairement mis des exemples assez provocants. Vous avez un exemple là à droite, ce sont des stromatolites très anciens, donc des concrétions carbonatées issues de l'activité d'organismes vivants que sont les microbes. C'est un exemple en Australie, donc très ancien, probablement dans des milieux continentaux. On a du mal à reconstituer les paléopaysages de cette époque-là. Et vous avez en contrepartie ici une croûte, ça ressemble, une croûte carbonatée, une concrétion carbonatée que j'ai ramassée il y a quelques années au sortir du glacier des Bossons. Pourquoi ? Parce que tout simplement ce glacier fond. Vous avez un retrait de cette masse glaciaire et sur les parois des roches granitiques, vous avez des petites concrétions carbonatées qui sont présentes. Alors j'étais enthousiaste, je me suis dit mais il y avait des bactéries sous les glaciers, c'est super, je vais m'intéresser à ça. Mais en fait, on a été incapable de démontrer l'origine biologique de ces concrétions carbonatées, donc peut-être résulte-t-elle uniquement d'une activité chimique. Donc vous voyez que ce n'est pas toujours simple d'arriver à dire c'est chimique, c'est biologique. On essaye de comprendre ces aspects-là. Alors pour essayer d'enfoncer un petit peu le clou, pour vous montrer que ces deux phénomènes peuvent intervenir de façon parfaitement contemporaine,
Vous avez ici un exemple de concrétion et vous avez ce que j'appellerais une influence abiotique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intervention de la vie dans la formation de ces dépôts carbonatés. Et donc, il y a une tas de séries de paramètres un peu compliqués, physiques, chimiques, qui vont jouer. L'acidité de l'eau, la température de l'eau, la composition ionique de l'eau qu'on va appeler la salinité, et puis le fait que j'ai des apports de surface. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a des eaux de recharge qui arrivent par le fond? Enfin, tout ça fait que ces composants chimiques vont varier. Et quand vous réunissez, vous avez le bon dosage, hein, c'est comme en cuisine. Quand vous avez les bons éléments qui sont présents et les bonnes conditions pour le faire, eh bien, vous allez précipiter beaucoup de carbonate. Et il y en a beaucoup dans nos rivières. Et puis, vous avez parfois la vie. La vie, elle intervient, ça c'est ce qu'on appelle les processus biotiques, hein, cette fois-ci. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, hein, que ce soit en milieu marin, que ce soit en milieu continental, c'est l'activité des communautés microbiennes. Alors les microbes, on en parle beaucoup hein, ces derniers temps, mais il y a des microbes qui ont un effet excellent hein, pour le bien-être et pour notre vie sur la planète. Et ce sont tous ces dépôts microbiens qu'on retrouve dans les rivières. Et depuis ces dernières années, donc moi je travaille beaucoup à essayer de comprendre les mécanismes, le rôle de ces communautés microbiennes et bien sûr, puisque je suis sédimentologue des carbonates, le rôle de ces communautés microbiennes sur la précipitation des dépôts carbonatés. Et ça ne fait pas si longtemps que ça. Alors en milieu marin, c'est un phénomène qu'on connaît très bien. En milieu continental, je vous disais, il y a beaucoup de partisans. La chimie, ça suffit. On n'a pas besoin de comprendre les communautés microbiennes parce que ce n'est pas elles qui sont les agents et les acteurs de la précipitation carbonatée. Et pourtant, vous allez voir qu'elles ont un rôle très important. Parce que quand vous avez des communautés microbiennes, alors tous les microbes ne sont pas capables de précipiter du carbonate, hein, mais ceux qui sont capables de le faire vont pouvoir piéger ces molécules et contribuer également à la formation des carbonates. Mais pas que. Ce sont également ces communautés microbiennes qui pratiquent la photosynthèse. Donc vous voyez qu'elles ont un double effet. Par la photosynthèse, elles vont capturer du CO2 et par leur capacité à précipiter des carbonates, elles vont aussi capturer du CO2. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. Parce que ça permet d'être plus efficace dans le processus de piégeage et de formation de ces carbonates. Alors je vous passe les aspects techniques, hein, parce que évidemment ça nécessite de bien comprendre comment fonctionnent ces communautés. C'est pour ça que moi je travaille en milieu naturel, mais je vais vous montrer qu'on peut aussi reproduire ces effets-là en laboratoire, de façon à bien comprendre les mécanismes. Et puis, quand on travaille sur une rivière ou quand on travaille dans un environnement marin, vous allez regarder les composants qui se forment, mais vous êtes obligé de les replacer dans un contexte général. Vous avez besoin de comprendre, dans ma rivière, est-ce qu'il pleut? Dans ma rivière, est-ce qu'il y a des périodes de sécheresse? Quelle est la taille de cette rivière? Est-ce qu'elle peut changer de dimension, de forme, etc. Donc j'ai besoin de comprendre tous ces paramètres que je caractérise comme environnementaux. Et ce qui m'amène donc dans la région de Bourgogne-Franche-Comté, le premier constat en fait qu'on a dressé, on a regardé les cartes géologiques, on a regardé ce qui était disponible au BRGM, on a regardé ce qui était disponible sur tous les sites en ligne. On a fait de la littérature scientifique, on a écumé, alors maintenant on ne parle plus de bibliothèque, mais les sites internet où vous avez tous les accès à ces informations. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a très peu de rivières qui sont référencées comme étant tuffantes. Pourquoi? Parce que les gens considèrent, oui, c'est petit, c'est anecdotique, par rapport à un réservoir océanique ou par rapport à des régions où j'ai des tufs qui sont de très grande taille. Et en fait, on a commencé à faire une cartographie. Ce sont toutes les petites lignes rouges que vous commencez à voir. Vous voyez, là, c'est les quelques points qui sont référencés comme étant tufants. On n'a aucune idée aujourd'hui du volume que cela peut représenter, ça n'a jamais été fait. Et vous voyez que là, ça commence à être la cartographie, ça veut dire que pratiquement toutes les rivières de notre région Bourgogne-Franche-Comté, donc hormis le Morvan, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de... Dès qu'on arrive sur un substrat, c'est des jolies couleurs roses, rouges, etc. Donc là, c'est un petit peu moins. Puis on n'est pas encore venu trop dans la région, donc on va certainement avoir l'occasion de se balader. Et on va peut-être trouver quand même des rivières tuffantes.
Donc ça, c'est un premier constat, c'est-à-dire qu'en termes de volume, on est bien loin d'avoir une représentation réaliste de ce que nos rivières sont capables de produire. Alors voilà à quoi ça ressemble, hein, très vite. Vous voyez ces systèmes naturels, hein, donc vous voyez des espèces de vallons, donc ça c'est une cascade tufante. Ici, vous voyez que dans ces petites rivières, hein, vous êtes peut-être déjà tous allés vous balader dans ces rivières-là, on a ce que l'on appelle des petits seuils, des petites cascades. Alors on appelle ça un nick point dans notre jargon scientifique. Et vous avez, alors on parlait tout à l'heure des accumulations de bois et de feuilles, elles sont plutôt propices dans notre cas, hein, puisqu'en fait elles vont faire des petits barrages, et ce sont sur ces barrages que les communautés microbiennes vont venir se fixer. Et comme vous avez un petit barrage et vous avez un petit seuil, ça crée de la turbidité. Ça permet à une partie du CO2 qui est présent dans l'eau de partir dans l'atmosphère, d'accord ? Mais il y a quand même des molécules qui vont être retenues à cet endroit-là, et vous allez avoir de la précipitation carbonatée. Alors, avec Pierre, hein, avec mon étudiant, on se balade dans les rivières, on fait du drone, on fait de la cartographie, hein, pour vous montrer un petit peu les techniques que l'on utilise. On fait des relevés, on fait des mesures avec des sondes, température, pH, alcalinité. Et on fait des estimations de volume, de façon à avoir une idée de ce que peuvent représenter ces dépôts carbonatés à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, on fait des transects, hein, vous voyez, on habille des transects le long des rivières. Et quand souvent, en fait, dans une rivière, quand elle est considérée comme tufante, on ne réfère qu'un petit point. En fait, quand vous descendez toute votre rivière, vous vous apercevez que vous avez des tufas partout. Vous avez des concrétions carbonatées absolument partout. Donc, un objectif, hein, ça va être véritablement d'essayer de quantifier ces teneurs en carbonate le long des rivières. Alors, comment ça marche ? Là, ici, je vous ai mis ce petit dessin-là. Alors, vous voyez que, en fait, j'ai la partie amont. Donc, j'ai ma rivière qui sort d'une source, en règle générale. Alors, dans notre région, dans le Jura, par exemple, ou dans la région dijonnaise, ces sources sont souvent, en fait, des résurgences ou des sorties de réseaux karstiques. Alors, un réseau karstique, hein, c'est souvent l'altération d'une roche qui, anciennement, était une roche carbonatée. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous dissolvez, vous reprécipitez, etc. Mais c'est un problème de timing, c'est un problème de durée des phénomènes. Et c'est là que ça nous intéresse. Alors, on va avoir notre source, hein, qui va être généralement dans des conditions de pH qui ne sont pas favorables à la précipitation carbonatée. Mais ça s'éloigne de quelques mètres, et vous voyez que vous avez déjà une espèce de tache verte, hein, là sur mon dessin. Donc ça, c'est votre cascade, c'est votre réseau tufant, qui peut occuper des volumes très importants. Hein, si vous allez vous balader dans certaines rivières, notamment dans le sud de la France, ça fait plusieurs centaines de mètres carrés, ça fait des volumes assez importants, hein, de tuf. Et puis vous descendez le long de la rivière. Alors parfois il y a des petits soucis, c'est-à-dire que vous avez des recharges. Et vous voyez des sources qui arrivent. Alors on fait des mesures de pH, d'alcalinité. On s'aperçoit qu'en règle générale, le pH est plus faible. Ça va empêcher la précipitation carbonatée. Mais après, vous avez rechargé votre système en ions. Et vous avez vu que j'ai besoin du calcium. Il est généralement rechargé et hop, je vais avoir plein de précipitations après, tout au long de ma rivière. Donc l'objectif, hein, de notre travail, c'est véritablement d'essayer de faire de la quantification de tous ces objets-là, de façon à voir si ça a un sens. Et vous allez voir qu'après, on propose tout un modèle, hein, qui nous permettrait de voir l'intérêt de travailler sur ces dépôts-là, et surtout, est-ce que ça peut nous aider, hein, dans la problématique du stockage de CO2 que l'on a aujourd'hui. Alors ça, c'est pour vous présenter, hein, les objets sur lesquels on travaille, hein, ces fameuses concrétions carbonatées. Ici, à différentes échelles, hein, on fait de la microscopie, donc on regarde, alors on voit, vous avez des alternances, hein, vous avez des ciments, et puis vous avez ce que l'on appelle, nous, des concrétions plus noirâtres, hein, que vous voyez ici, qui sont des péloïdes. On regarde tout ça et on essaye de démontrer que tout ça peut avoir une origine de précipitation soit chimique. Souvent, quand vous avez des ciments comme ça, c'est plutôt de l'évaporation. Vous dégagez votre système et il va précipiter en carbonate. Et puis, quand vous avez des dépôts un petit peu plus noirâtres, eh bien, généralement, c'est plutôt lié, comme ici, à l'activité microbienne. Alors, comment on peut dire ça ? C'est parce qu'en fait, après, on fait des observations au microscope électronique à balayage. C'est les photos que vous avez là-bas tout en haut. Vous voyez, c'est des toutes petites échelles. On parle en microns. Et ces
pétrie de filaments. On va trouver tout type de filaments. Donc il y a une activité microbienne, hein, et vous voyez que quand je vous disais tout à l'heure, c'était mésestimé, c'est réellement mésestimé. Le rôle de cette activité microbienne, de cette communauté microbienne dans les rivières est très importante. Et elle favorise en fait la précipitation de ces carbonates. Alors, vous pourriez me dire, comment est-ce qu'on sait que les carbonates qui se forment, ils sont bien liés à cette activité microbienne et pas tout simplement à de la précipitation chimique? Alors pour ça, hein, on fait des études depuis un certain nombre d'années et on arrive aujourd'hui à montrer qu'il y a des tout petits cristaux dont la forme, dont l'organisation est liée directement à cette activité microbienne. D'accord ? Donc on commence à avoir des arguments qui nous permettent de dire que la vie est un facteur très important qui peut nous aider en fait, à piéger ce CO2 à l'intérieur de ces carbonates. Alors là, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hein. Ce n'est pas très ragoûtant, hein, mais vous voyez une espèce de petit lit marronasse hein, dans lequel il y a des petites bulles. Alors ça, c'est la photosynthèse. Hein. Vous allez libérer de l'oxygène hein, de cette façon-là. Ça contribue hein, aussi à l'augmentation de l'oxygène. Et vous allez, en association avec cette activité microbienne, précipiter ces carbonates. Je vais finir. J'arrive juste hein, pour vous convaincre là-dessus. Donc là, toujours hein, des petites photos. Et je vais passer à ma diapositive de conclusion. Hop, c'est dommage. Voilà, hop, zou. Donc... l'objectif hein, que l'on a, donc par rapport à cette problématique dans les rivières, hein, il est multiple. Pour pouvoir arriver à ça, évidemment, il faut qu'on fasse une caractérisation physique, chimique des rivières, puisque ça va influencer les communautés microbiennes. Que ces communautés microbiennes, en fait, quand on les étudie, eh bien, en fait, on essaye de regarder leur impact sur la production des carbonates. Et donc, derrière tout ça, il y a les enjeux du CO2. Parce que plus vous allez précipiter de carbonate, plus vous allez le stocker, le pérenniser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous stockez de la matière organique, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps et vous allez relibérer votre CO2. Là, l'avantage de faire des carbonates, c'est que vous allez stocker ce CO2 de façon pérenne. Donc, aujourd'hui, hein, on est en train de réfléchir à des systèmes complètement artificiels où en fait on met en culture des bactéries, on met les éléments chimiques qui sont favorables. Il suffit de regarder nos rivières. Hein. Ce sont des systèmes naturels qui fonctionnent très 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 bien. Et en arrivant à faire ça, on peut imaginer de former de très nombreux carbonates, qui, se dit en passant, ces carbonates hein, sont souvent utilisés dans les constructions. Vous allez très souvent retrouver dans vos bâtiments des pierres de construction hein, qui sont des tuffas et des travertins. Pourquoi ? Ce sont de très bons isolants thermiques, parce qu'il y a beaucoup de porosité à l'intérieur. Donc vous voyez que c'est un tout. On travaille à l'heure actuelle là-dessus, hein, avec cet objectif hein, d'essayer de mieux comprendre le fonctionnement naturel de nos rivières, de façon à agir hein, directement sur les problèmes de notre société, et notamment le problème du CO2. Voilà. Merci. Voilà. Quelques questions? Une là-bas. À l'Office français de la biodiversité, j'aurais une question, s'il vous plaît. Là, on a pas... Ah, pardon. Excusez-moi. Oui, donc une question concernant par exemple la spécificité du Doubs et du Jura. Donc là, on a abordé les aspects assez positifs en fait de piégeage du calcium. Il y a des notions qui sont quand même un peu différentes quand on regarde un peu les aspects écologiques et fonctionnement des écosystèmes. Et en l'occurrence, on entend toutes sortes de supputations dans le département du Doubs et du Jura en ce qui concerne justement ces problèmes de concrétion calcaire qui ont tendance à homogénéiser les fonds, et donc à limiter les capacités habitationnelles pour les invertébrés, pour les reproductions de salmonidés, etc. Donc j'aurais voulu savoir si vous pouviez nous apporter un peu des éléments de réponse. On entend parler de problèmes de lisier qui auraient tendance à dissoudre les éléments carbonatés dans le karst.
avec une agriculture qui s'intensifie. Enfin, on entend toutes sortes de choses. Savoir quel peut être le rôle un peu donc, de ces cohortes microbiennes sur ces encroûtements, mais pas forcément au sein de ces tuffas et tout, mais vraiment en termes de substrat tout au long du cours d'eau. Oui, tout à fait. En fait, c'est des enjeux. Hein. C'est vraiment une question très pertinente. Hein. De ce que moi, je peux vous en dire, c'est qu'effectivement, l'agriculture, hein, elle a une conséquence immédiate. Hein, ça, c'est vrai, avec tous les engrais qu'on met, azotés, non azotés, etc., qui ont pour effet, hein, dans les premiers résultats qui ont été faits justement parce qu'à Besançon, il y a des collègues qui travaillent justement hein, sur ces problèmes karstiques. Effectivement, avec une intensification de l'agriculture, ce que vous faites, c'est que vous avez tendance à acidifier hein, votre sol, ce qui fait que l'eau qui s'infiltre dans le système carbonaté a pour effet d'entraîner une dissolution. Ce qui, quelque part, pour nous qui sommes en amont, est quelque chose de plutôt positif, hein, c'est vrai, puisque pourquoi ? Tout simplement, vous allez libérer le calcium, vous allez remettre du CO2 par la dissolution de vos carbonates dans l'eau, et très vite, à la sortie hein, de ces rivières, quand enfin votre eau arrive dans votre système de rivière, elle va être en partie dégazée et vous allez précipiter ces carbonates. Donc, il y a un problème effectivement si vous produisez trop de carbonate dans votre rivière, vous avez derrière tout ce qui va découler, c'est-à-dire c'est ce qui arrive hein, dans certaines régions, notamment par exemple chez nous, hein, il y a certaines rivières dans la vallée de l'Ouche où il y a beaucoup de concrétions carbonatées et ils sont obligés de cureter, ils sont obligés de nettoyer la rivière en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils y vont avec des engins lourds hein, pour pouvoir retirer les carbonates qui ont précipité dans la rivière. Pourquoi ? Parce que sinon, vous remplissez votre rivière et vous avez au moment des crues, au moment des pluies, vous avez des crues et vous avez des inondations qui peuvent intervenir. Donc effectivement, ça nécessite un suivi. La plupart des rivières hein, dont je parle, et si on fait un peu de géologie et qu'on se projette un petit peu dans le passé, en fait, les cours d'eau vont s'adapter. Ce qui est plus embêtant, ce sont effectivement les communautés microbiennes. Parce que là, j'ai été idyllique hein, dans mon discours. Effectivement, il y a communautés microbiennes et communautés microbiennes. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très favorables, hein, qui vont agir, qui vont se développer dans le cours d'eau, alors qu'ils se développent aussi à cause ou quelque part en association avec l'intensification de l'agriculture, hein, parce que faut savoir que les communautés microbiennes, elles ont besoin d'agents, oui je suis un peu bavarde, elles ont besoin d'agents et de chimiques pour pouvoir se développer et elles bénéficient de nitrates, des phosphates, de tout ce que vous mettez dans vos cultures. Donc ça implique que vous avez une prolifération de ces communautés microbiennes. Alors moi qui suis plutôt positive, je me dis, quelque part, c'est utile dans la mesure où ces communautés microbiennes sont capables de précipiter quelque part le carbonate, etc. Mais avec toutes les conséquences que vous signalez. C'est-à-dire que, oui, vous finissez par combler vos rivières, ça peut être un souci. En plus, souvent, c'est associé avec des algues, ces algues qui vont entraîner des problèmes d'eutrophisation des rivières. Donc, c'est vraiment un problème complexe. Par contre, moi, ce que je souhaiterais, hein, c'est d'exporter ce système-là, qui est un système naturel, qui est très efficace, en comprenant bien les communautés microbiennes, et d'essayer de mettre ça en culture dans des systèmes qui sont des systèmes artificiels. Et ne pas le faire dans nos rivières, hein, parce que si vous faites ça dans toutes vos rivières, je pense qu'à terme, ça va avoir des implications, des changements très très importants du fonctionnement des différentes rivières.